Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et avant tout d'abord, j'aimerais te remercier, Julia, pour m'avoir invité ici à faire ce discours. Et remercier aussi à Caroline Jampre. Elle a été à l'Espagne avec notre service, notre groupe de recherche. Et nous avons un très bon rappel d'elle. Et j'aimerais dire que pour moi, c'est un plaisir, c'est un honneur d'être ici à la France, ici à Paris, ici avec vous, avec Action Traitement. Je vous félicite pour toutes les actions que vous faites autour du sida. J'aime beaucoup la France et j'ai beaucoup d'amis ici à la France, beaucoup de familles à Lyon. Ma mère est née à Lyon aussi. Et j'ai d'une génération à l'Espagne qu'on étudiait le français comme seconde langue, on dit seconde langue. Mais il y a 40 ans de cela, alors je suis désolé, je n'ai pas le niveau suffisant pour parler en français tout le temps. Je remercie Carla pour m'aider avec la traduction. Merci, Carla. Voilà, ne vous inquiétez pas, pour les non-hispanophones, il y aura une traduction en direct assurée par Carla, ici présente. Carla. Merci, Carla. Alors, yo commence en español. Nosotros formamos parte del equipo Salusex, Unisex-Sida. Es un equipo de investigación que nació en la Universidad Jaume I, muy numeroso, como se puede ver en esta diapositiva, que también se encuentra en la Universidad de Valencia, con la directora, la coordinadora María Dolores Gil, Lola Gil, que está en Lela, Asís, está aquí con nosotros, también muy numeroso. Y nosotros venimos de esta ciudad, venimos de Valencia, una ciudad muy antigua, fundada por los romanos, como se puede ver aquí, con un pasado árabe también. Los árabes tuvieron 800 años con nosotros, que tiene una parte antigua, una parte muy moderna, la ciudad de las ciencias, y una ciudad donde lo más importante es que inventamos la paella. No sé si la habéis probado. Bon, comme Julia l'a dit, je suis Rafa Ballester. Je suis le directeur de groupe au Salusex à l'Université Jaume I. Nous sommes une grande équipe de personnes qui travaillent ensemble à Salusex, comme vous pouvez le voir dans la diapositive. Maria Dolores m'accompagne. Également dans ces voyages, elle est directrice de l'équipe à l'Université de Valence. Voici quelques images de où nous venons. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter notre ville. Et il y a ici une partie la plus moderne de Valence. Et aussi notre ville la plus historique, avec un passé romain et arabe aussi. Et bien sûr, nous venons de là où la paella a été inventée. Vous savez aussi les images de la ville. Merci. Aquí también tenemos unas imágenes de nuestras universidades. A la derecha la Universidad de Valencia, con más de 5 siglos, una de las más antiguas de España, después de Salamanca, que tiene 8 siglos, y la mía, la Universidad Jaume I de Castellón, mucho más moderna, que apenas tiene 30 años, pero es mejor que la primera. Vous avez ici 2 images de nos universités. L'Université Jaume I, qui est assez récente, elle a 30 ans. Et à gauche, vous savez, l'Université de Valence, qui a plus de 5 siècles, après de l'Université de Salamanca, qui a presque 8 siècles. Merci. Bien, ¿cuál es la situación de la infección por VIH-Sida en España y en torno a Europa? He traído aquí esta primera diapositiva donde se puede ver ese anuncio que apareció publicado en The New York Times en julio del año 81 con los primeros casos que hubo de SIDA y que afectaban a homosexuales. Todos vosotros sabéis que la historia del SIDA está vinculada a la historia del estigma también. Y en aquella época en los Estados Unidos se hablaba de la peste gay. Aquí tenéis el anuncio de prensa del primer caso que hubo en España en octubre de 1981, de ese mismo año, pero que no fue publicado ni siquiera en la prensa. En Diario 16 sí que se publicó 2 años después, en el 83, el primer caso, pero fijaos cómo ese estigma estaba ya presente. Se hablaba del primer caso con cáncer gay. Je pense qu'il est intéressant de parler sur la situation de l'infection par le VIH-Sida en Espagne et en Europe.
Nous avons aussi quelques annonces de presse qui révèlent, dans l'année 81, qu'annonçaient que les 41 cas d'homosexuels étaient touchés par la maladie aux États-Unis, qui est passé à 40 millions quelques années. En Espagne, en octobre de la même année, 81, nous avons eu le premier cas de la personne décédée du sarcome de Kaposi, avec une infection intercérébrale qui n'est pas du tout apparue dans la presse. Des années plus tard, le premier cas est apparu. D'ailleurs, le titre était « Premier homosexuel atteint d'un cancer gay à Madrid ». C'est-à-dire à quel point la stigmatisation a commencé dès le début. Merci. Y aquí tenemos algunas gráficas para que podáis ver la situación del SIDA y del VIH en España. Esa evolución desde el año 2009 hasta el año 2020 en los casos de diagnósticos de infección por VIH, en hombres la superior y en mujeres la inferior. No hagáis demasiado caso de los últimos años del 2020 porque como consecuencia, no sé si en Francia también ocurrió, del COVID-19, los datos del 2020 no son del todo fiables. Primero porque hubo problemas para asistir a los servicios sanitarios y también porque hubo una infranotificación de casos también. Pero se puede ver esa evolución que tiende a ser estable en los casos de nuevos diagnósticos, tanto en hombres como en mujeres. Voici l'évolution au cours des 20 dernières années en Espagne en termes de diagnostic de l'infection par VIH, avec cette tendance à la hausse qui, ces dernières années, semble diminuer, mais nous ne devons pas nous fier, surtout dans les années de cas de Covid. Il y a un retard en Espagne pour les diagnostics, et donc il ne faut pas du tout se fier. Merci. Aquí también tenemos la evolución de los casos de SIDA, como han dicho los compañeros que me han precedido. El año 1996 fue crucial. A partir de ahí disminuyó muchísimo ese pico de casos de SIDA hasta la actualidad, donde se puede ver que alcanza cifras mucho más bajas. Nous avons ici le cas de VIH-SIDA. On peut clairement voir comment cela s'est produit. Comme à partir des années 96, il y a une réduction drastique en tenant des cas minimums. Aquí tenemos esos datos desglosados por sexo, hombre-mujer. Y aquí tenemos las dos evoluciones de infecciones por VIH, la superior, y de casos de SIDA, mucho más inferior y con esa tendencia descendente como consecuencia de las terapias antirretrovirales. La même tendance à la diminution se dessine chez les hommes et les femmes. Nous pouvons ici comparer les cas d'infection de VIH avec le cas de SIDA, avec le même écart, avec une tendance à l'augmentation, où on maintient de nouveaux cas d'infection par rapport au cas de SIDA, qui tendent à diminuer grâce au traitement d'antirétroviraux. Oui, sí, on dit en Espagne la thérapie Targa, je pense que vous parlez de trithérapie. Aquí tenemos la posición en cuanto al total de diagnósticos de VIH. Esto es un histórico, según Eurostat, donde Francia ocupa ese primer lugar y España el cuarto lugar en cuanto a diagnósticos por VIH dentro de Europa. Pour nous situer en Europe, nous avons ici le total des diagnostics de VIH dans différents pays européens, où la France est en tête et l'Espagne en 4e position. Y aquí los nuevos diagnósticos, ya son los actuales, al año, anuales, en el año 2019 y 2020, donde estamos en la posición 10ª Francia y 11ª España. Si nous parlons des nouveaux diagnostics annuels 2019-2020, nous sommes dans une meilleure position. L'Espagne se trouve en 10e et la France en 11e position. Eso quiere decir que probablemente tengamos problemáticas bastante similares en España y en Francia. Ça veut dire que probablement nous avons la même problématique qu'en France et en Espagne. Aquí tenemos la distribución de cuáles son las poblaciones o los colectivos más afectados en España por vías de transmisión, por modos de transmisión. Se puede ver que en general los hombres que tienen sexo con otros hombres, son el mayor porcentaje, seguidos de la población heterosexual y mucho menor porcentaje los restantes. En ce qui concerne les types de groupes plus touchés, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont la prévalence la plus élevée, suivie par la population hétérosexuelle et avec un très faible pourcentage les personnes qui s'injectent des drogues.
Pero cuando separamos por género, aparecen diferencias muy claras. En los hombres son los hombres que tienen sexo con otros hombres la principal población y en las mujeres la vía de transmisión más frecuente es la heterosexual en nuestro país. Lorsque nous comparons les hommes et les femmes dans ces groupes-là, nous pouvons constater des différences. Dans le cas des hommes, HSH, sont les plus répandus. Toutefois, chez les femmes, dans les groupes hétérosexuels, la prévalence est beaucoup plus élevée. Aquí tenemos también el lugar de procedencia de los nuevos diagnósticos en nuestro país. Un poquito más de la mitad pertenecen a España. Y tenemos, y quizás en esto sí que puede, no lo sé, que haber una diferencia con vuestro país, con Francia, porque nuestro segundo colectivo en cuanto a país de procedencia son las personas que vienen de países latinoamericanos con el 22,4%. Por ejemplo, la población que viene de África del Norte o África subsahariana es mínima en nuestro país. Voici notre graphique illustrant les pays d'origine de nouveaux diagnostics de VIH en Espagne. Un peu plus de la moitié sont espagnols, puis nous avons un pourcentage suivant venant d'Amérique latine. Je ne sais pas si cela sera semblable avec la France, parce que dans notre cas-là, les personnes venant d'Afrique subsaharienne et Afrique du Nord représentent un petit pourcentage. Sí. Aquí también tenemos cómo la vía de transmisión difiere mucho en función del país de origen. Como por ejemplo en España, donde se puede ver, al igual que en Latinoamérica y al igual que en Europa Occidental, las personas que provienen de Europa Occidental, con la vía homosexual como principal vía o de relaciones de hombres con hombres como la principal vía de transmisión, mientras que, por ejemplo, las personas que vienen de África subsahariana, de África del Norte o de Europa del Este, es más bien las relaciones heterosexuales. Et nous avons également un graphique où vous pouvez voir le mode de transmission en fonction de la zone géographique d'origine, où vous pouvez voir comment en Espagne est la population HSH, ainsi que les personnes venant de pays d'Amérique latine, comme on avait dit avant. Et par contre, les personnes venant d'Europe occidentale, comme celles qui viennent de l'Afrique subsaharienne, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, sont principalement des hétérosexuels. Aquí tenemos los porcentajes por grupos de edad de casos diagnosticados de SIDA, donde se puede ver que ya a edades relativamente tempranas tenemos casos diagnosticados, como entre los 20 y 24 años. Teniendo en cuenta el tiempo de latencia del VIH, son datos muy preocupantes. Nous avons ici les âges auxquels le cas de SIDA, VIH sont plus fréquemment diagnostiqués, surtout dans les plus jeunes âges, entre 20 et 24 ans. Avec un pourcentage à près de 80% des hommes contre très peu de femmes. Bien, es la evolución en función de las diferentes vías de transmisión. Claramente la transmisión vertical es prácticamente inexistente en nuestro país. Nous pouvons également voir comment toutes les voies de transmission ont diminué en Espagne, mais vous pouvez bien voir que l'infection materno-fétale, c'est presque inexistante. Y aquí, finalmente, por dar estos datos de España, cuáles son las principales infecciones oportunistas que afectan a nuestros pacientes, con la neumonía en primer lugar, la tuberculosis en segundo y la candidiasis esofágica en tercero. En termes de cas de VIH-Sida en Espagne, les infections opportunistes les plus fréquentes, avec en tête, nous avons la pneumonie secondaire au VIH, la tuberculose, suivie par une candidose océphagienne. Merci. Bien, ¿cuáles son los recursos que ante esta situación tenemos? Como habéis podido ver, en torno a 2.000 nuevos casos de nuevos diagnósticos al año con VIH y en torno a unos 200 casos de SIDA anuales. Tenemos estos recursos en España actualmente. Por un lado, unidades especializadas en los hospitales, donde se da terapia antirretroviral gratuita, obviamente. Creo que en Francia es igual. Tenemos una sanidad universal con atención a cualquier persona que esté en nuestro país. Tenemos también para las personas que tienen algún problema de salud mental, unidades específicas de salud mental, no específicas para personas con VIH, para cualquier persona de la población. Y sí que tenemos recursos específicos para personas con VIH. Los CIPS, Centros de Información y Prevención del SIDA, donde se hace tanto prevención primaria. Cualquiera podía escribir sus reflexiones acerca del SIDA. Hemos hecho también conferencias y talleres para enseñar las competencias para la prevención para la población general y también formar a futuros profesionales. Carla, il faut pas le traduire, je pense, parce que
presque le même, mais si tu veux. Ok, je vais dire juste très rapidement. En fait, je vais dire très rapidement toutes les activités qui sont mises en place. Il y avait des tableaux d'information, profitant de la journée mondiale du sida. Il n'y a aussi, pas que pour les élèves, sino aussi pour les profeseurs et pour le futur professionnel. Merci, c'est mieux que mon français. También hacemos cursos formativos a la población general, también específicos para gays, lesbianas y bisexuales. Hacemos un esfuerzo también para que distintos estudiantes de distintas, por ejemplo, de periodismo, de psicología, trabajen juntos creando sus propios materiales y en ese sentido creemos que los estudiantes pueden ser también agentes de los propios materiales de prevención. Además, aprovechamos también que tenemos estudiantes de otras culturas para que nos enseñen qué pasa en sus países y cómo afrontan el SIDA. Nous avons essayé d'impliquer à différents élèves de différents types de diplômes, par exemple psychologie, journalisme, pour qu'ils réalisent leurs propres projets et supports. En plus, on avait profité des étudiants qui viennent du monde entier grâce au programme Erasmus pour qu'ils nous parlent de sa propre expérience et comment ça se passe dans leur pays. Utilizamos obviamente las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Ahí tenéis nuestra primera web que ha evolucionado bastante en los últimos años y nuestra última web. Los medios de comunicación de masas, la radio, la televisión. Tenemos una radio propia en la universidad que utilizamos para hacer difusión también. Nous avons aussi utilisé différents types de sites web pour la prévention et le soutien. Et Raphaël, vous avez montré la première site web que vous avez créé, qui avait beaucoup développé. Et également, nous avons utilisé des différents types de technologies d'information et de communication, les mass médias, par exemple la radio, la télévision. Nous avons une radio qui diffuse des programmes dans la même université, Jaume I. Y también creamos grupos especiales. En la universidad es una etapa de la vida de los estudiantes donde es muy fácil salir del armario, no sé cómo se dice la expresión en francés. Coming out. Coming out. Bueno, coming out. Bueno, donde es muy frecuente, entonces creamos un grupo de referencia de un colectivo LGTB en la misma universidad que sirviera como referencia a los distintos jóvenes que en esta época salen del armario o encuentran allí a sus iguales, ¿no? Nous avons également créé des groupes de soutien au sein de l'université. Vous avez ici une image de groupe, qui est un groupe que nous avons créé afin d'aider aux jeunes à faire leur coming out et en leur faisant rencontrer des différents jeunes avec la même orientation sexuelle avec laquelle ils se sont à l'aise sans être discriminés. Hacemos también cooperación internacional, especialmente en países latinoamericanos. Hemos estado un tiempo en Nicaragua, en El Salvador y en otros países que podéis ver aquí en esta imagen. Tout cela était aussi accompagné avec un engagement de la coopération internationale dans de nombreux pays d'Amérique latine, notamment avec le Nicaragua, le Salvador et des autres pays que vous pouvez voir sur la carte. Y obviamente, además de este acercamiento comunitario, nos importa mucho la atención individualizada, tanto por lo que respecta a la prevención como también al asesoramiento y la intervención terapéutica en personas que puedan tener algún tipo de problema. Toutes ces activités étaient plutôt communautaires, mais nous avons aussi évidemment fait des activités de type individuel. Par exemple, l'intervention thérapeutique, c'est-à-dire une aide psychologique au soutien des personnes face à différents problèmes. Atendemos distintos tipos de problemas, desde problemas de malestar con la propia orientación sexual, personas que no aceptan su orientación sexual, problemas que tienen que ver con la identidad de género o disfunciones sexuales, tanto en personas con VIH como sin esta enfermedad. Par exemple, avec personnes qui ont des malaises avec leur orientation sexuelle, problèmes avec l'identité des genres, troubles sexuels ou dysfonctionnements sexuels, et évidemment des personnes infectées par le VIH ou pas. Y obviamente esto lo hacemos en colaboración con muchas ONGs. Yo quiero aquí defender el papel importantísimo que las ONGs hacen y que han hecho desde el principio. Yo creo que no habríamos podido llegar hasta aquí sin ese papel importantísimo de esas ONGs con las que nosotros trabajamos. Y obviamente también me refiero a Action Traitement, con quien espero que colaboremos a partir de ahora.
Et je dois vous dire que nous cherchons également la collaboration avec les différentes associations. Il faut que je dise à quel point les associations étaient importantes pour nous, parce que nous ne pourrions faire ni la moitié des choses que nous avons fait aujourd'hui sans l'aide des associations. Et j'espère qu'à partir de maintenant, nous pourrions avoir une nouvelle association avec nous, Acción Traitement. Sí. Pero nosotros como universidad también fuimos conscientes de que nuestra fortaleza como universidad estaba sobre todo, además en el activismo, estaba sobre todo en otro tipo de activismo, el activismo científico, estaba en la investigación y sobre todo en la investigación, en la formación, en la investigación en cuáles eran las intervenciones más eficaces que podíamos hacer en torno al VIH. Durante mucho tiempo, ante la urgencia del VIH y del SIDA, en la sociedad española, imagino que también en Francia, nos lanzamos a hacer muchas actividades de prevención, pero no sabíamos muy bien, no teníamos ninguna directriz de qué era lo mejor que podíamos hacer, qué era lo más eficaz. Mais nous sommes d'abord en université et nous étions conscients à tout moment que la chose plus importante que nous pouvions faire, c'était vraiment la formation et la recherche. En particulier pour concevoir des interventions efficaces en relation par rapport à la prévention et des thérapies efficaces. Tout d'abord vers la prévention, mais aussi pour la population générale. Merci. En primer lugar, os voy a comentar algunas cosas que nosotros hemos investigado en torno al VIH-Sida. En primer lugar, quisimos investigar en torno a lo que es la prevención sexual en la población general. Después hablaremos también de colectivos específicos. Y muy particularmente, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con las prácticas sexuales de riesgo. Nosotros todos los años tomamos el pulso a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, para ver cuáles son las prácticas más frecuentes y los factores también asociados a estas prácticas. Nous devions alors connaître quelles étaient les pratiques sexuelles à risque et leurs facteurs associés. Nous avons donc profité pendant ces journées de VIH à l'université pour examiner à peu près quelles étaient les pratiques sexuelles à risque préférentes. Por ejemplo, evaluamos los niveles de información sobre el SIDA. Ahí tenemos, por ejemplo, datos de cómo los estudiantes, los jóvenes, sienten que tienen más información o perciben que tienen más información de la que realmente tienen. ¿Cuál es la gravedad que asocian al VIH? ¿Qué confianza tienen en el condón como medio de prevención? ¿Y qué percepción de riesgo tienen en torno a esta patología, a esta enfermedad? Nous avons obtenu des données assez intéressantes. Par exemple, en demandant la qualité d'information perçue par les étudiants. Voilà. Si no, c'était assez rápido. Aquí tenemos datos que nos llaman mucho la atención y que nos pueden alertar. Por ejemplo, en un estudio que hicimos entre el 99 y el 2002, vimos como el 72% de los estudiantes a los que preguntamos habían tenido relaciones sexuales, habían sido sexualmente activos, como se decía antes. De ellos, un 33% reconocían haber realizado alguna práctica de riesgo. Obviamente eran muchos más, pero un 33% eran conscientes de haber realizado esa práctica de riesgo. De ese 33%, el 75% en el momento de realizar la práctica de riesgo eran conscientes de lo que estaban haciendo. Es decir, no se dieron cuenta a posteriori, sino que en ese momento sabían que estaban corriendo un riesgo. Pues bien, de ese 75%, solo un 14% después se realizaron las pruebas de detección de anticuerpos. Alors attention, il y a beaucoup de chiffres. Dans cette étude faite l'année 2003, nous avons constaté que 72% des étudiants étaient sexuellement actifs ou avaient eux des relations sexuelles. Et de ces 72%, le 33% d'entre eux avaient le sentiment d'avoir eux des pratiques sexuelles à risque. Et sur ces 33%, en 75% ont déclaré au moment de réaliser cette pratique à risque, savaient déjà qu'elle était risquée. Mais seulement un 14% se fait dépister. Claro, estos datos son muy alarmantes. Nosotros hemos seguido evaluando la evolución de las prácticas sexuales y, por ejemplo, en un estudio que hemos publicado muy recientemente en una revista muy importante, hacemos toda la evolución desde el año 1999 hasta el año 2020 y podemos decir con tristeza
que no encontramos una gran evolución positiva en lo que es el uso del preservativo entre nuestros jóvenes. Hay una tendencia a la estabilización o incluso a una disminución del uso del preservativo en España. Nous avons également évalué l'évolution des pratiques sexuelles au fil des années et nous avons publié un article assez récent qui traite sur l'évolution de l'utilisation de préservatifs dans les jeunes étudiantes espagnoles. Malheureusement, nous avons trouvé que l'utilisation de préservatifs était à la descente, à la baisse, pardon, excusez-moi. Eso es. Bien, como decía antes, otra cosa aparte de tomar el pulso de las prácticas de riesgo que nos interesó mucho fue cuál era el programa o la actividad o la acción que podía ser más eficaz para la prevención del SIDA. ¿Qué es lo que funciona? ¿Funciona cualquier cosa o no funciona cualquier cosa? Hicimos un estudio donde comparamos la eficacia de distintas actividades, de discursos, de charlas, de discusión sobre las actitudes, role-playing, participación de un joven seropositivo, la inducción del miedo como en las campañas de tráfico o el uso de una página web. Y esto mismo aplicado por un experto o por un par. Y pudimos ver, por ejemplo, que la acción más eficaz fue aquella en la que comprometíamos a una persona afectada que hacía que sensibilizaba a los estudiantes lo suficiente como para que empezaran a utilizar más el preservativo. El uso de un joven seropositivo en las charlas junto con la discusión de actitudes fue lo que consiguió un mayor cambio en la prevención del VIH. Il est important de savoir quelles étaient les pratiques les plus intéressantes et celles qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas. Nous avons déjà demandé un financement pour mener une étude pour comparer les différents types de stratégies. Par exemple, un exposé, une discussion de groupe, un jeu de rôle, l'introduction d'une personne séropositive pour parler aux étudiants, des stratégies d'induction de la peur ou l'utilisation d'un site web. Et bien sûr, nous avons aussi utilisé un groupe de contrôle, un groupe témoin. Dans ces cas-là, dans cette étude, nous avons également analysé quel était le plus efficace, si c'était avec un expert ou un pair. Nous avons constaté que la pratique la mieux notée, la mieux valorisée, c'était la participation d'un jeune séropositif, mais aussi avec oui, pardon, excusez-moi. La discussion sur les actitudes. Oui, non, mais c'est juste qu'en fait, la participation d'un jeune séropositif a augmenté la confiance, utiliser le préservatif, mais avec l'expert, finalement, a réussi à augmenter l'intention de passer des tests diagnostiques. Sí. Y la prevención sexual del SIDA todavía es más compleja, porque la cuestión no es qué acción es más eficaz, sino qué acción es más eficaz sobre qué grupo, sobre qué tipo de perfiles. Y esa es otra cosa que hemos investigado. ¿Existe un perfil de mayor riesgo donde las actividades de prevención van a ser menos eficaces? Existe un perfil, porque siempre se habla de la información, de las actitudes, pero existe un perfil de personalidad. Es igual que una persona esté más o menos deprimida, es igual que una persona sea más o menos buscadora de sensaciones sexuales, por ejemplo, que tenga más o menos responsabilidad respecto a su salud. Y ahí tenemos algunas variables que vimos que estaban asociadas a los grupos de mayor riesgo. La búsqueda de sensaciones sexuales, la falta de control de los impulsos sexuales, el considerar que sin condón, sin preservativo, las prácticas sexuales son más placenteras y el encontrar más barreras o más inconvenientes al uso del preservativo. Mais la question des VIH-Sida est encore beaucoup plus complexe. Il ne s'agit plus de savoir quelle activité était la plus efficace, mais sinon pour quel profil, pour quel type de personnes. Nous avons alors effectué des recherches permettant de comparer les personnes les plus susceptibles à adopter un comportement à risque ou les moins susceptibles à adopter tel comportement. Parmi ceux qui sont plus susceptibles, sont des personnes qui sont plus ouvertes à l'expérience, qui cherchent de nouvelles sensations sexuelles, qui parfois ne contrôlent pas ses impulsions, qui attribuent un grand plus plaisir sexuel au fait de ne pas utiliser de préservatif. Voilà. Y también, obviamente, hemos trabajado con colectivos específicos, no solo con la población general.
fundamentalmente con hombres que tienen sexo con otros hombres, donde seguimos trabajando actualmente, y en España existe una problemática que yo no diría que es mayoritaria entre el colectivo de HSH, pero que sí que va siendo cada vez más frecuente, que es el verbaking. No sé cómo, es como se dice en francés. ¿Utilizáis verbaking igual? Verbaking. Y el chemsex también. Nous avons fondamentalement travaillé avec le HSH en évaluant leur comportement et en analysant des problèmes spécifiques. Nous n'avons par exemple pas trouvé en Espagne chez les lesbiennes tel phénomène comme le barbac et le chemsex. Esto es interesante porque, por ejemplo, c'est la première étude dans la sphère hispanique avec des travailleurs du sexe masculin. Nous avons également évalué leur utilisation de préservatifs et dans différentes pratiques, à risque ou pas, et quels facteurs étaient associés à cette utilisation de préservatifs. Y también con otras poblaciones, como las personas transgénero, que seguimos trabajando en ellas, y las personas con discapacidad intelectual, con diversidad funcional intelectual en España. Nous avons également travaillé avec des différents groupes, et, par exemple avec les personnes transgenres, non seulement sur le lien avec le VIH, mais sinon aussi avec des personnes présentant une diversité fonctionnelle intellectuelle et leurs problèmes sexuels. Bien. Todo esto por lo que respecta a la prevención, pero también hemos dirigido nuestros esfuerzos a lo que es la adhesión. Yo he puesto adhesión, me parece que en francés decís observance, ¿sí? Del tratamiento y la calidad de vida de las personas infectadas con el VIH. Hicimos un estudio para ver cuál era el perfil de las personas menos adherentes, y el primer programa de tratamiento que se realizó también en España para mejorar esa adherencia en un tiempo en el que los fármacos antirretrovirales podían salvar la vida de muchas personas, pero a pesar de eso, un 50% de población infectada no tomaban los fármacos que les podían salvar la vida. Tout ce que nous avons parlé, c'était ce qui concerne la prévention, mais un autre de nos principaux axes de recherche porte sur l'observance au traitement de VIH et aussi avec leur qualité de vie. Dans ce sens-là, on avait mené différentes recherches analysant les causes ou les facteurs associés à cette faible observance de traitement. Muy bien. Aquí está el programa de tratamiento, y una cosa que nos preocupó mucho fue también cuál era el perfil psicológico, los problemas emocionales que tenían las personas con VIH. Hicimos un estudio en el que comparamos, porque claro, podríamos decir que las personas con VIH tienen problemas porque son más hospitalizadas o porque tienen una enfermedad grave. Entonces lo que hicimos fue comparar las personas con VIH con otras personas con una enfermedad grave como podía ser el cáncer. Y encontramos que las personas con VIH tenían más ansiedad comparadas con las personas con cáncer, más ansiedad, más depresión, menos autoestima, más hipocondría y menor apoyo social que esas personas con cáncer. Et une autre chose qui nous semblait très important d'analyser était savoir si la détresse des personnes séropositives était similaire ou identique à des autres personnes atteintes de maladies graves, par exemple le cancer. Nous avons constaté que par rapport aux patients atteints de cancer, les personnes séropositives étaient plus anxieuses, plus dépressives, avaient moins d'estime sur soi, s'inquiétaient davantage de leur maladie, étaient plus irritables, et nous savons clairement que c'est associé à la stigmatisation. Sí, estos resultados no tienen otra explicación que algo que diferencia claramente el cáncer del VIH, y es el estigma asociado a esta enfermedad. C'est ça finalement qu'il y a la différence entre le cancer et le VIH, le sida, que c'est la stigmatisation de la maladie. Un estigma detrás del cual hay mucho odio, y un odio que muchas veces se internaliza dentro de la propia persona infectada. En fait, cette stigmatisation, parfois, il y a une haine, et ce n'est pas forcément une haine extérieure, sinon c'est une haine intérieure. También hemos trabajado sobre el impacto diferencial que tiene el VIH en los hombres y en las mujeres. Y una cosa terrible que hemos encontrado es que las mujeres tienen menos apoyo social de su entorno que los hombres cuando tienen el SIDA. Y además, cuando lo tienen,
a veces se sienten culpables de tenerlo. Es decir, por un lado eso les alivia, pero por otro lado creen que deberían ser ellas las que asumieran esas responsabilidades sin ayuda de nadie. Nous avons également mené des recherches avec une perspective des gens. Nous avons constaté, par exemple, que les femmes perçoivent moins de soutien de la part des hommes, de la part des différentes sources que les hommes, et quand les femmes reçoivent cette aide ou cet soutien, les perçoivent négativement, parce qu'ils pensent que, au fait, ce doit être elles qui doivent faire cette aide, pas quelqu'un d'autre. Y también otras poblaciones que no hay que descuidar, los niños con VIH, que a veces han sido poco atendidos, ¿no? Hicimos un estudio que fue el estudio con mayor financiación en España sobre calidad de vida en personas con VIH, un estudio en el que participaron 9 hospitales, 7 universidades y toda la coordinadora de ONGs de SIDA en España. Y encontramos que los predictores de la calidad de vida de nuestros pacientes eran, como protectores, la autoestima y el estilo de vida saludable, como perjudiciales o factores de riesgo los problemas económicos, los cambios en la figura corporal y el ánimo deprimido. Y quizás ese ánimo deprimido, junto con otros estresores del VIH, fueron los que más determinaron la salud mental de los pacientes. C'est important aussi parler avec les enfants qui ont des VIH. Mais pour en finir avec cette recherche sur la qualité de vie, nous avons obtenu un grand projet financé sur les aspects psychosociaux en Espagne. C'est un projet où ils ont travaillé, ont participé 9 hôpitaux, 7 universités et toutes les associations en France. En Espagne, pardon. Nous savons qu'il existait des facteurs de prédiction sur la qualité de vie des patients. Par exemple, l'estime de soi, une bonne hygiène de vie étaient des facteurs prédictifs sur la santé mentale et physique. Les problèmes économiques, les modifications de la silhouette, l'humeur dépressif étaient par contre des effets néfastes sur la santé mentale et physique des personnes atteintes de VIH. Aquí tenemos alguna definición que dieron algunos de nuestros pacientes, ¿no? La qualité de vie, c'est l'amitié, la santé, le bien-être, la tranquillité, accepter la maladie, comprendre qu'on ne mourra pas, qu'une voiture va nous percuter avant qu'on ne meure du sida. La qualité de vie est en nous sans ce que nous voulons, parce que nous sommes tous isolés. Mais par exemple, cette rencontre a été très bonne pour moi, car je n'en avais jamais parlé à personne. Je voulais aussi m'exprimer et coïncider avec des gens comme moi. Son 2 definiciones. Bien, aquí hicimos otro programa de calidad de vida. Voy a pasar un poquito más rápido, Carla, porque se nos acaba el tiempo y voy a ir a lo que considero que son los desafíos futuros que tenemos por delante. Como podéis ver, desde las universidades se puede hacer mucho en conjunción con las ONGs. ¿Y qué tenemos por delante como retos en España? Por un lado, la necesidad de una educación sexual que esté extendida desde las edades más tempranas. En España sigue siendo difícil entrar en las escuelas para hablar de educación sexual. Eso es algo que no podemos permitir. Par exemple, pour ce que nous voudrions améliorer au futur, à l'avenir, c'est quelque chose, par exemple, dans les écoles, on ne parle pas du tout d'éducation sexuelle et quelque chose qu'on doit forcément améliorer. Apenas tenemos programas que son 2 o 3 charlas cuando ya tienen 14, 15, 16 años, pero esa edad ya es demasiado tarde. Para, por ejemplo, educar contra la homofobia, contra el estigma y en los cuidados de la salud sexual. Il existe à peine 2 ou 3 cours discours, classes. Oui, des cours à l'école qui aident pour tout ce type de thématiques quand les élèves ont 13-14 ans. Ils parlent sur l'homophobie, sur l'homosexualité, mais parfois 13-14 ans, c'est déjà assez tard. Tenemos también que aumentar el número de campañas dirigidas a colectivos específicos, como todos los colectivos que no son grupos de riesgo, porque hablar de grupos de riesgo es algo estigmatizador, pero sí tienen problemáticas diferentes. On doit surtout orienter des campagnes de prévention avec des différents types de personnes, pas forcément avec des personnes vivant avec le VIH, mais sinon avec tout type de personnes avec des différentes problématiques. También aumentar la disposición o la disponibilidad del PrEP, que no está accesible en todos los centros. En Espagne, la PrEP n'est pas du tout accessible partout, donc nous aimerions développer la promotion sur ça. Y también hacer campañas específicas para reducir ese estigma. Et surtout, et le plus important, c'est essayer de faire des campagnes
pour diminuer cet estigmate qu'il existe sur la maladie. En España todavía hay personas con SIDA que ocultan su enfermedad a sus propios hijos. En Espagne, il existe encore des personnes qui cachent leur état sérologique à leurs enfants. Como si hubieran hecho algo vergonzoso. Como si c'était quelque chose d'honteux. Bien. Y tenemos que dar una perspectiva de género más importante también a toda esta cuestión. Las mujeres tenemos datos de que sufren más biológica, psicológica y socialmente del SIDA que los hombres. Et idéalement, dans un avenir, on aimerait vraiment de développer cette perspective des genres parce que nous avons constaté que les femmes souffrent encore plus de problèmes sociaux, psychologiques, émotionnels par rapport à le VIH. Tenemos que dar más atención a los adolescentes que han crecido con el VIH y que se niegan a tener una identidad alrededor o centrada en el VIH. Et il faut aussi, dans l'avenir, c'est orienter aux enfants et adolescents qui vivent avec le VIH, parce que la plupart d'entre eux se résignent à avoir un développement autour de cette maladie. Y también tenemos que hablar de los niños que tienen padres seropositivos y que todas esas dudas que tienen los padres seropositivos de si deben o no decir a sus hijos lo que les pasa. Mais pas forcément sur les enfants, sinon aussi avec les parents de ces enfants pour aider à les aider à exprimer et à raconter sur leur état sérologique à leurs propres enfants. Y ya para terminar, perdón. No, et pour finir. Y para terminar ya, porque ya me he pasado el tiempo, una mayor atención a la salud sexual de las personas con VIH. Tenemos datos en España que hablan de que entre un 20 y un 70% de personas con VIH tienen problemas, sobre todo de deseo sexual. El bajo deseo sexual está entre el 38% de hombres y el 29% de mujeres. Muchos de ellos abandonan la sexualidad y la abandonan por una serie de razones que vamos a comentar ahora. Et bien sûr, c'est quelque chose que nous aimerions bien développer, c'est la sexualité chez les personnes vivant avec le VIH. Nous avons constaté qu'entre un 20 et un 70% des personnes expérimentent un type en baisse des désirs sexuels. Et il y a une absence aussi de désirs sexuels et abandonnent aussi les pratiques sexuelles. Quizás una de las razones, aparte de los inhibidores de la proteasa que pueden afectar la respuesta sexual, una de las cuestiones que más afectan es la culpabilidad y el miedo. Para muchas personas con VIH queda un vínculo negativo con la sexualidad. La sexualidad ha dejado de ser un medio para obtener placer, para acercarse a otra persona y ha pasado a ser considerada un arma mortífera. La baisse des désirs, ce n'est pas forcément lié aux médicaments, si bien ça existe, mais c'est surtout la culpabilité et la peur que dans les personnes vivant avec le VIH commencent à renoncer à leur sexualité. Parce que, en fait, ils sentent que commencent à rejeter la sexualité, le sexe, parce que c'était la même voie de transmission. Aquí tenemos muchas cosas que afectan a el deseo sexual, el tener una enfermedad, las hospitalizaciones, el tener fármacos antirretrovirales, problemas sociales, cambios en la imagen corporal, haberse infectado a través del sexo, la culpabilidad, el miedo a infectar, la homofobia internalizada, la dificultad de encontrar pareja, los efectos de drogas en población que ya es drogodependiente, demasiadas amenazas para la salud sexual. Et voici, vous pouvez voir un diagramme avec toute la problématique avec des envies sexuelles avec la personne vivant avec la VIH. Vous pouvez voir qu'il y a la peur d'infecter, la culpabilité, la homophobie internalisée, entre nombreuses des autres. Aquí tenemos unos comentarios de nuestros propios pacientes. Une des pires choses que nous ayons, c'est notre sexualité. Tu peux faire l'amour en faisant attention et c'est fini, dice otro paciente. Si vous savez quelqu'un avec qui le faire, mais sinon, otro contesta, parfois tu n'as personne avec qui le faire parce que tu te retiens aussi pour ne pas le dire et ne pas lui dire. Mais je vous dis une chose, si vous fournissez une protection, rien ne doit se passer. Y otro contesta, je sais, mais c'est très difficile pour moi de dire à la fille, je sais parce que je vis la réaction quand je lui ai dit et j'ai vu ça comme un rejet. Alors, coupe-moi. Oui, il te rejette, il te quitte. Et puis, il y a des fois où tu n'as pas envie, tu te sens mal, tu es triste, tu n'as pas envie de faire l'amour.
Et l'autre conteste. En plus, il y a l'autre problème. J'ai du mal à m'y mettre. Quels sont les messages que nous pouvons leur donner? Sigo. Vous êtes toujours une personne attirante. Malgré les difficultés, vous pouvez trouver un partenaire. Utilisez les préservatifs en pénétration vaginale ou anale. Évitez les pratiques sexuelles qui peuvent causer des blessures. Évitez les infections dues à un comportement sexuel ou à d'autres pratiques à risque. Et avoir la responsabilité de prendre soin de soi et des autres. La culpabilité, vous n'avez rien fait que beaucoup d'autres personnes n'ont pas fait aussi bien. Et vous n'avez pas changé votre vie sexuelle. Vous n'avez pas renoncé aux caresses, aux bisous. L'importance pour votre santé mentale et physique. Et de alguna manera, es decirles, primero, que tener ante el bajo deseo sexual, y con esto ya termino, primero que es muy normal tener bajo deseo sexual cuando tenemos problemas que nos hacen sentirnos amenazados. Tout d'abord, j'aimerais vous dire à cette personne-là qu'il n'y a rien de mal de sentir de moins de désir sexuel. Que nos hacen sentirnos amenazados. Que surtout sont des maladies qui nous font sentir menacés. Esto es especialmente importante para los hombres que creen que siempre deberían tener deseo sexual. Ça, c'est surtout pour les hommes, qu'en fait, on pense qu'ils doivent toujours avoir un désir sexuel. Por lo tanto, tenemos que revisar nuestras masculinidades. Et bien sûr, on doit réviser notre masculinité, non masculinité. No pasa nada cuando nuestro deseo es menor que el de nuestra pareja. Simplemente hay que comunicarlo asertivamente y ayudarle a entender las razones. Il n'y a rien de grave quand on a de moins de désir sexuel que notre conjointe. Il faut juste se communiquer. Una persona nunca debe forzar su deseo sexual y esto va dirigido especialmente para las mujeres. Personne ne doit s'efforcer à avoir de désir sexuel. Et cet conseil-là va surtout aux femmes. El sexo es algo bonito, creo que en eso estaremos todos de acuerdo, y es importante, pero quizás no sea lo más relevante. Cada persona tiene derecho a darle un mayor o menor protagonismo al sexo. On sait tous que le sexe est quelque chose de bien, de joli, mais ce n'est pas la seule chose. On doit tous regarder bien. Sí. Es que no sé por detrás qué era. Désolé, la mémoire. Darle un mayor o menor protagonismo, relevancia. C'est pas forcément la seule chose que doit être important, sinon que c'est à nous de donner plus ou moins d'importance à notre vie. Y si tenemos claro todas esas cosas, obviamente podemos ayudar al deseo. Al deseo tenemos que permitirle que surja, ¿no? Con una buena relación con la pareja, una buena autoestima, creando situaciones donde el deseo puede surgir, disminuyendo el estrés o realizando actividades sensuales. Et en sachant tout ça, on pourrait améliorer notre vie sexuelle et affective. Là-bas. Merci. Et en sachant tout ça, on peut augmenter le désir en relation avec, par rapport à notre couple, en avoir une très bonne estime de soi et en faisant des situations où le désir peut augmenter en diminuant le stress et en réalisant des activités pas forcément sexuelles, sinon sensuelles. En definitiva, las personas con VIH tienen que aprender que el sexo no ha muerto para ellos, que ellos deben decidir qué seguir haciendo con su sexualidad, teniendo en cuenta que la sexualidad es algo que nos permite acercarnos a los demás, disfrutar de la vida y sentirnos menos solos. Les personnes vivant avec le VIH, il faut que vous sachiez que le sexe n'est pas mort. Jasime. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Bueno, estaré encantado de contestar alguna pregunta. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation et merci aussi à Carla pour l'exercice qui n'était pas forcément facile. Non. Place aux questions. Non ? Oui, donc merci pour cette présentation très globale. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu une approche qui était très globale. Et par rapport à la thématique de la journée, c'est-à-dire par rapport à ce qui nous réunit durant cette journée, j'ai bien entendu que vous étiez université, mais est-ce que vous avez réfléchi au type de message que vous pouviez, on va dire,
avoir, parce que depuis la matinée, on a parlé à plusieurs reprises de l'indétectabilité et en quoi les personnes aujourd'hui qui ont une charge virale, on va dire, indétectable ou inférieure à 200, sont, on va dire, des personnes qui donc ne sont pas, on va dire, contaminantes. Et dans votre présentation, j'ai bien entendu qu'il y avait la PrEP, j'ai pas perçu, en tout cas, que vous aviez intégré cet aspect-là. Sí. Se ha entendido, contesto directamente, sí. Efectivamente, la PrEP no lleva tanto tiempo en España entre nosotros y está poco integrada, digamos, dentro de la cultura popular. Es algo poco conocido, no hace tanto tiempo, hace apenas un año que es legal en nuestro país y que se ha integrado dentro de los modelos de prevención. Es verdad que dentro del colectivo universitario nosotros estamos intentando todavía, no renunciamos a cambiar su comportamiento sexual. Pensamos que estamos a tiempo de cambiar su comportamiento sexual y quizás no medicalizar algo que puede ser una gran esperanza y puede ser algo muy importante para ciertos colectivos o para ciertas personas con ciertos perfiles, pero quizás para personas jóvenes que todavía están a tiempo de coger el hábito de utilizar el preservativo dentro de sus relaciones sexuales, sea mejor centrarse en ese tema. En Espagne, la PrEP n'est pas en commerce depuis très longtemps et vraiment très peu intégrée. Elle est méconnue et ça fait juste un an qu'elle est légalisée. Et maintenant, elle est intégrée dans le modèle de prévention. Par contre, dans le collectif universitaire, on n'essaye pas de changer le comportement sexuel des jeunes et on n'essaye de pas médicaliser. Parce qu'on trouve que ça c'est important pour les jeunes, qu'on trouve l'espoir de ne pas donner des chimiques, sinon de trouver le moyen qu'utilise le préservatif. Pardon, si quelque chose vous en avez compris, vous pouvez, je pourrais... Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ça va à l'encontre d'un certain nombre d'informations qu'on a depuis ce matin, en tout cas qui sont les nôtres actuellement. C'est-à-dire qu'effectivement, le préservatif a toujours, on va dire, sa place pour tous ceux qui l'utilisent, mais néanmoins, il y a depuis, on va dire maintenant plusieurs années, l'information que la charge virale est un élément important pour les personnes qui vivent avec le VIH. Et qu'on a vu à quel point, dans les deux premières interventions, ça avait changé leur vie. Ça avait changé la vie des PVVIH et de leur entourage. Et là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en Espagne, ils n'intègrent pas cela. C'est-à-dire, ils n'intègrent pas cette information. En fait, si, elle est intégrée, mais ça fait très peu de temps, il y a un an. Sur la PrEP. Ah, la PrEP. No entendí también. Ah oui. TASP pour indétectabilité. Sí, la indetectabilidad como medio, es decir, que las personas tengan claro que cuando tienen la carga viral indetectable no suponen ningún riesgo para las relaciones sexuales. ¿Se refiere a eso? ¿Eso ya está integrado en España? Sí, eso sí. Ya, sí. Entonces, ¿pero no es algo que se dé a conocer a todo el mundo o hacen más que nada la prevención? Sí, lo que pasa es que, claro, pensad que vosotros, aquí estamos hablando de dos colectivos muy diferentes. Por un lado es importante tener, sí... Por supuesto, bien sí. Es importante tener en cuenta que una cosa es la población joven no infectada con el VIH. Y creo que ahí tenemos que centrar sobre todo los esfuerzos en el uso responsable del preservativo y el cuidado de sí mismos y de las otras personas. Otra cosa es cuando estamos hablando de personas, o bien, que ya son seropositivas, y obviamente ahí, claro que sí, que tenemos que tener claro que la indetectabilidad es muy importante porque es algo que permite a esas personas tener una sexualidad tranquila y relajada. En esas personas sí, pero digamos que el colectivo universitario está en otro momento de su vida sexual. Eh bien, ici on parle de deux choses différentes. Déjà, ce sont deux collectifs. D'abord, le collectif universitaire essaye de cibler les gens qui sont dans une autre étape de leur sexualité, plutôt pas totalement mature, avec au moins de parcours. Et on essaye de promouvoir la bonne utilisation de préservatifs. Là, une autre chose, ce sont les gens qui sont déjà infectés par le VIH. Et là, en fait, oui, la PrEP, elle est conseillée parce que l'idée, c'est d'avoir les TASP, d'avoir une sexualité assez tranquille.
Pongamos un ejemplo, no sé si je aclare cela. Pongamos un ejemplo. Desde que tenemos fármacos antirretrovirales que han cambiado la calidad de vida de las personas infectadas, eso es algo obviamente muy positivo, ¿no? Pero sin embargo el comportamiento sexual de los jóvenes se ha relajado. Algunos no entienden que el SIDA es una enfermedad dura y la infección por VIH es dura. Y algunos dicen, no importa, no utilices el condón, porque esto es una enfermedad que se cura, que tiene curación. Y no es verdad, no tiene curación. Tiene un tratamiento que mejora mucho la calidad de vida. Por lo tanto, nosotros pensamos que antes de llegar ahí, está intentar educar sexualmente a la población. Y si después no somos incapaces de hacer eso, entonces hablaremos de otras cuestiones. Yo creo que es como una segunda fase. Oui. Depuis que nous avons les antirétroviraux, c'est assez positif, mais malheureusement, les comportements des gens, ça a beaucoup relâché. Donc, ils pensent que le VIH, le sida, c'est quelque chose qu'on peut guérir, mais c'est tout à fait faux. Donc, on essaye avant d'arriver là, on essaye d'éduquer sexuellement aux jeunes. Ce sont 12 étapes différentes. Oui, je suis désolé, mais je pense que le discours aujourd'hui sur l'éducation, le préservatif, etc., c'est un discours quand même qu'on tient depuis 40 ans. On n'a jamais réussi à arrêter l'épidémie. Je pense qu'aujourd'hui, alors je suis toujours dans un contexte de population gay où quand quelqu'un baisse son slip, le risque de choper le VIH est multiplié par 200 par rapport à la population générale. Dans ce contexte-là, je suis désolé, mais je pense que la PrEP devrait être à peu près universelle parce que c'est ce qui marche le mieux. Et maintenant, c'est prouvé. Et je pense que c'est quelque chose de tellement essentiel. Et c'est la seule chose d'ailleurs qui a amené à une baisse réelle des contaminations relativement drastique et rapide. Je pense que c'est le médicaliser ou pas démédicaliser la sexualité, c'est un vieux débat, mais une fois qu'on est sur repos, elle est médicalisée, la sexualité. Et là, ça s'arrête pas, alors qu'une PrEP, ça s'arrête le jour où on n'en a pas besoin. Et je pense que vraiment, c'est aujourd'hui, tous les efforts doivent être mis là-dessus, notamment dans les populations. Je sais que c'est un vilain mot, mais qui sont des groupes à risque, puisque quand le risque est multiplié par 200, ça veut dire que c'est un groupe à risque, et qu'il faut absolument, dans ces cas-là, abandonner peut-être certaines positions idéologiques pour essayer de voir un petit peu ce qui marche. Sí, hay algo en lo que estamos completamente de acuerdo, y es que la PrEP debe ser universal. Yo en eso estoy completamente de acuerdo, para todas las poblaciones. Otra cosa es que para personas que todavía no han empezado algunas a tener relaciones sexuales o que están teniendo sus primeras relaciones sexuales, yo piense que sea el mejor mensaje. Desde mi punto de vista, son dos, evidentemente, todo el mundo tiene que tener acceso a la PrEP, todo el mundo tiene tal. Pero tenemos que también ser conscientes de que el uso de la PrEP, y esto es una autocrítica que hago a todos los que hemos trabajado en prevención del SIDA durante muchos años, de alguna manera revela el fracaso que hemos tenido nosotros para conseguir cambiar la conducta sexual de las personas. Fijaos que hemos conseguido antes conocer cómo se reproduce el VIH y cómo se puede tratar médicamente que conseguir algo mucho más sencillo, que es ponerse un preservativo. Y no lo estamos consiguiendo. Por lo tanto, yo defiendo la universalidad de la PrEP. Debe ser así. Pero creo que hay que dar una educación global sexual más amplia y más pronto que todo eso. Y que quizás algunas personas no necesiten llegar a medicalizar su vida sexual porque sean capaces de realizar ese cambio comportamental. Y habrá otras personas que no lo consigan. Y entonces, en esos casos, evidentemente, la PrEP está ahí para ayudar a todos, yo creo. Il y a quelque chose où nous sommes d'accord, c'est que la PrEP doit être universelle pour tous, pour tous les types de populations. Mais pour ceux qu'on n'a pas encore, des relations sexuelles, on pense que le préservatif, c'est le meilleur message. L'utilisation de PrEP, c'est de quelque sorte l'échec de pouvoir changer la conduite sexuelle des personnes. On doit alors
faire une éducation plus globale et ample avec les jeunes. Ouais. Une dernière question, parce qu'on va devoir passer à la suite. Une dernière. Merci pour votre présentation. Je suis Albertine Pabingui, je viens de Lyon, de votre ville. De Lyon. De votre maman. Bienvenue. Donc, merci pour cette belle présentation. Je voulais juste revenir sur les chiffres en fait, que vous avez présentés par rapport à l'épidémiologie. Donc, j'ai vu que les chiffres sur les migrants subsahariens sont très faibles. Oui. Bon, moi, je travaille dans une association qui allant vers le public migrant. Parce qu'en France, c'est la population cible en fait pour le dépistage. Et je trouve quand même, je pense qu'il y a peut-être quelle est votre politique en fait de dépistage en fait parmi les populations clés, parce que c'est comme si les populations africaines ne sont pas une priorité pour votre pays en fait. Voilà. Alors qu'en France, c'est vraiment le contraire. Il y a beaucoup de chiffres dans notre communauté. Sí. Sí, la población subafricana está completamente integrada en todos los programas también. Lo que quería decir con esos datos es que a nivel poblacional el porcentaje de población subsahariana que tenemos en España es mucho menor que yo creo que la que debe haber en Francia. En cambio, hay mucha mayor población latinoamericana. ¿Qué tal? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que conocer el perfil de las diferentes poblaciones a la hora de hacer acciones de prevención. Simplemente son menos en número, pero completamente integradas en todas las actividades de prevención igualmente. Por ejemplo, tenemos un colectivo, por ejemplo, tristemente, ¿no? Frecuente en España, y es, por ejemplo, la prostitución en muchas mujeres que provienen del Senegal, concretamente del Senegal en España. Tenemos colectivos que han sido víctimas de trata de personas, ¿vale? Pero simplemente lo decía porque epidemiológicamente son muchas menos, pero están completamente atendidas también, igual que los otros. Il faut savoir que la population de partout, en fait, aussi la population de l'Afrique subsaharienne, est totalement intégrée à nos programmes de prévention et de traitement. Mais avec ces chiffres-là que je montrais tout à l'heure, je voulais juste représenter que les pourcentages des personnes qui viennent d'Afrique sont juste moins que celles en Espagne, parce qu'en Espagne, en fait, le plus grand pourcentage des gens qui sont présentant le VIH viennent de Latine-Amérique. Et l'idée, en fait, de présenter ça, c'est pour pouvoir connaître le profil de la personne et pouvoir cibler bien les campagnes de prévention et de traitement. Merci à Raphaël, merci à Carla.